Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Morning Meeting le 22 septembre de la vol sur les marchés actions. Le secteur automobile qui pèse sur les places boursières de la zone euro, clairement le marché action n'avait pas besoin de ça et en plus ça vient des Allemands, alors vraiment le côté inattendu. Imaginez un peu, vu des États-Unis, l'Europe c'est loin, bon, la zone euro, les Européens généralement on les confond vu des États-Unis. On suspecte toujours les Européens d'essayer de contourner la loi. On se souvient tous d'un certain nombre de dossiers, notamment l'amende de BNP Paribas. Et puis là, il s'avère que c'est tout simplement le fleuron de l'industrie automobile de la zone euro, Volkswagen, qui aurait triché, contourné la législation. Le marché parle d'une amende de 18 milliards d'euros qui mettrait au tapis le premier constructeur automobile européen. Effet de contagion immédiat sur le secteur automobile de la zone euro, mais pire, défiance générale vis-à-vis des marchés actions de la zone euro et de l'industrie de la zone euro. Surtout sur le marché phare que sont les États-Unis. Alors imaginez un peu pour Volkswagen, avec d'une part la diminution de la croissance des importations en provenance de Chine, le recul des importations en provenance de Chine. Alors si en plus Volkswagen devait être en danger sur le marché des États-Unis, clairement c'est délicat. Alors le marché action de la zone euro en quête de baisse de volatilité n'avait absolument pas besoin de ça. C'est un choc exogène en tout cas lié aux entreprises et qui pénalise aujourd'hui le marché action de la zone euro. Alors je vais en parler, on va regarder ce qui se passe sur les indices boursiers européens. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi le CAC 40 tout de même surperforme le DAX. C'est tout simplement une raison de modélisation mathématique des indices. Avant de vous donner ces détails, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading, notamment si vous investissez sur le marché des devises ou encore via des produits CFD. Alors, je pense que le son, l'image fonctionne normalement. Vous assistez donc au morning meeting de 11h. Alors, à la base, cette journée du 22 septembre, elle est peu chargée sur le plan de l'agenda macroéconomique. Le Japon était fermé la nuit dernière, pas de séance bouleversante en provenance d'Asie. Donc on pouvait s'attendre à une séance calme. Et c'est tout le contraire qui se passe. Parce que le secteur automobile européen décroche. Il décroche parce que Volkswagen pourrait donc souffrir. Mais au-delà de ça, Volkswagen représente un peu aux yeux des investisseurs internationaux l'image du secteur automobile de la zone euro. Alors, par effet de contagion, si Volkswagen triche, pourquoi pas d'autres? Voilà. En tout cas, ça crée de la vol, mais pour le moment, je dirais que cette volatilité, elle reste sous contrôle et elle est à peu de choses près similaire au pic de volatilité qu'on a pu observer depuis le début du mois de septembre. Donc, pour le moment, pas de panique. Alors, pas de panique, je vais commencer par l'indice CAC 40. Le CAC 40 présente une configuration technique qui est stable depuis le début du mois de septembre, au gré des news des banques centrales qui font leur possible pour soutenir la cote, maintien de la politique de taux zéro par la Réserve fédérale des États-Unis, des spéculations sur l'extension du programme de quantitative easing de la Banque centrale européenne en octobre. Et puis à côté de ça, les chiffres macroéconomiques en provenance de Chine, décevant d'ailleurs. La nuit prochaine, le marché attend, et cette fois-ci plus que jamais, avec impatience, l'estimation préliminaire de l'indice PMI au mois de septembre en Chine, dans le secteur manufacturier. La macroéconomie chinoise, depuis qu'elle est explicitement mentionnée par la Réserve fédérale des États-Unis comme ayant un impact sur une économie américaine qui serait moins étanche que prévu, au ralentissement du niveau de la croissance économique en Chine, bon, pour certains qui pourraient tomber à 4% par an en rythme annuel. On est loin des 10, et actuellement on est sur 7, si ça tombe à 4, l'impact sur l'industrie exportatrice européenne, mais pire, sur les grands pays émergents qui exportent des matières premières, serait fort et extrêmement négatif. Alors, le CAC 40. Le CAC 40 a une analyse technique qui, depuis la reprise haussière du 24 août, est stable. Ce marché s'est donc repris de 4225 à 4700 et désormais évolue dans un range. Ce qui importe sur le CAC 40, c'est la clôture journalière. Pourquoi est-ce que je rappelle cela? On se souvient tous de la séance du 9 septembre qui avait vu le CAC en intraday tenter de sortir par le haut du range pour finalement réintégrer le range et lorsqu'on donne un faux signal, eh bien on subit un contre-pied violent et le marché avait chuté dans la partie basse du range.
Là, ça peut être le même topo. Fausse cassure, on tient ce soir et on réintègre et on repart en haut. Alors, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas où ce soir à 17h35 la bourse de Paris va clôturer, encore moins l'indice CAC 40, parce que la prévision de marché, ce n'est pas non plus un acte divinatoire. Par contre, ce que je sais, c'est que l'analyse technique donne des bornes. Et ce que je sais aussi, c'est que la clôture journalière sera majeure. Alors, pourquoi le CAC 40 surperforme? Il s'agit d'une histoire de modélisation. J'ai pris le temps tout à l'heure de faire la somme de la capitalisation boursière des titres Valeo, Michelin, Peugeot et Renault. Eh bien, sachez que Renault, Peugeot, Michelin et Valeo réunis ne représentent pas plus de 4,70% de la capitalisation boursière de l'indice CAC 40. C'est la moitié de Total, c'est la moitié de Sanofi. Donc, c'est pour remettre en perspective, bien sûr, ce que représente ce secteur automobile. Mais voilà, le repli du secteur automobile européen et le dossier Volkswagen créent de la défiance vis-à-vis de la zone euro de manière générale et de l'ensemble du secteur industriel. Ce qui explique donc aujourd'hui l'amplitude relative des replis. Donc le CAC 40 eh bien, teste actuellement à nouveau la partie basse de son range, un range qui avait agi le 1er septembre, agi le 4 septembre, agi le 14 septembre. Lorsqu'on zoome, ce qui donnait le point de départ d'une stabilisation, c'était un chandelier positif. Avons-nous pour le moment dans la partie basse du range un chandelier positif? Absolument pas. Donc pour l'instant c'est compliqué, la partie basse du range est en risque, mais pour le moment, eh bien, il faut attendre la clôture journalière de ce soir. Donc ça, vous connaissez le topo. Pour les chandeliers horaires, bon, admettons que si on avait vraiment une grosse cassure, ce serait violent, mais je me souviens quand même ce qu'on a fait le 9 septembre, où on pensait qu'on avait cassé par le haut pour violemment réintégrer. Donc c'est décisif cette journée du 22 septembre. Depuis le début du mois de septembre, on connaît le range du CAC. Et puis on a vu venir un certain nombre d'événements. La Banque Centrale Européenne, la réunion de la Réserve Fédérale. Et à chaque fois, le marché disait, avec cet événement, le CAC sort du range. Avec la Banque Centrale Européenne, le CAC sort du range. Avec le PMI chinois, le CAC sort du range. Non, avec la Réserve Fédérale, le CAC sort du range. Et que s'est-il passé? Il n'en est pas sorti. Est-ce que cette journée du 22 septembre, vide de statistiques macroéconomiques, mais volatile sur le secteur automobile de la zone euro et de manière générale avec cette défiance vis-à-vis de l'industrie zone européenne, notamment vue des États-Unis, et je vous rappelle que les investisseurs états-uniens détiennent une grosse partie des actions de la zone euro, et notamment du CAC 40, eh bien ça pourrait être ce 22 septembre que le CAC sortirait du range. Rendez-vous ce soir à 17h35 à la clôture journalière. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire du CAC. Je vais commencer par le CAC 40, je pense qu'on peut de manière générale continuer avec un tour d'horizon des principaux indices boursiers. Alors forcément le DAX souffre beaucoup plus que le CAC, c'est un fait. C'est là encore une question de modélisation. Je vous ai parlé de Renault, Valeo, Michelin et Valeo qui à eux 4 ne représentent pas plus de 4,70% la modélisation mathématique de l'indice parisien. Et bien malheureusement pour le DAX, Volkswagen, Continental, Daimler Chrysler, etc., c'est pas le même topo. Ces titres réunis écrasent la représentation mathématique au sein du DAX. Alors forcément, l'impact y est hyper négatif. Mais pire, si des États-Unis on se méfie de Volkswagen, du management de Volkswagen, des comportements européens vis-à-vis de la loi, autant vous dire que c'est toute l'industrie allemande qui en pâtit. Parce que vu des États-Unis, eh bien, si le management de Volkswagen a procédé de la sorte, pourquoi pas d'autres industriels allemands? Donc, il y a de la vol, il y a une défiance, ça reste pour le moment baissier, et en l'absence d'un chandelier de stabilisation, cela restera baissier. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je reviens donc sur ce CAC 40 eh bien, qui continue donc de s'enfoncer, CAC 40 qui s'enfonce. En l'absence d'un chandelier de stabilisation, c'est clairement bien baissier. Et pour le moment, le marché donc continue clairement de s'enfoncer. Et cela donc ne fait absolument pas un pli. La dynamique elle est corrective, jusqu'à preuve ici donc du contraire. Donc ça c'est très important à noter. Clairement donc ce marché est en risque.
Alors, voilà, problème de son là. Alors voilà donc ce que je pouvais vous dire moi ici sur ces marchés qui donc malmènent ce matin, pénalisés par le secteur automobile européen, les parties basses des ranges. Si d'autres indices boursiers de la zone euro vous intéressent comme le MIB et l'IBEX, laissez traîner des questions dans la section commentaires. Je vais maintenant enchaîner sur le marché des changes. Mais avant de parler du marché des changes, laissez-moi vous montrer la réaction instinctive du marché lorsqu'il y a une défiance vis-à-vis du marché action. Il y a des comportements qu'on retrouve assez de manière récurrente. C'est ce qu'on appelle le flight to safety. Les capitaux quittent ce matin le marché action et ont comme première destination le marché obligataire. Alors c'est ce que vous observez à travers la reprise de la hausse du Bund, alors qui est soutenue certes hier par le fait que la Banque Centrale Européenne ait confirmé qu'elle avait encore la semaine dernière réussi à mener au rythme prévu initialement son programme d'achat de titres de dette souveraine. La semaine dernière, la Banque Centrale Européenne a acheté près de 15 milliards d'euros de titres de dette. Elle continue, elle le fait, on sait qu'elle en achète, c'est l'acheteur en premier ressort, et lorsque le marché se méfie des actions, eh bien, il se dirige donc vers le marché de la dette. C'est un comportement d'aversion au risque. Donc, cette séance du 22 septembre, qui pourtant n'est absolument pas chargée du point de vue du calendrier macroéconomique, eh bien, est extrêmement volatile et est une séance typique de l'aversion au risque, hausse du yen, hausse des marchés obligataires, repli des marchés actions. La clôture journalière, vous l'avez compris, sera décisive. Deux possibilités, une séance à la 9 septembre avec une pénétration cassure des supports intraday pour finalement les préserver en clôture, ou des franches cassures. Si le CAC casse ce soir les 4480 en clôture D1, idem le DAX, idem l'Eurostoxx 50, ces marchés vont tous retomber en direction des points bas du 24 août. Et donc, ce point bas du 24 août, le fameux choc de volatilité de août lié aux chiffres macroéconomiques en provenance de Chine. La Chine, un thème d'inquiétude pour le marché. Autant vous dire que le marché action de la zone euro, il n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de ce scandale Volkswagen. Imaginez que Volkswagen soit privé du marché américain, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe pour Volkswagen, c'est la catastrophe pour l'industrie automobile. Alors pour l'instant ce ne sont que des spéculations. Mais en tout cas voilà donc ce qui génère aujourd'hui de la volatilité sur ces marchés actions. Le Bund lui en bénéficie, la cible reste établie à 156. 156 sur le Bund, c'est tout simplement le prix du contrat lorsque la Banque Centrale Européenne, le 9 mars dernier, a commencé à acheter des titres de dette souveraine. Donc c'était le 9 mars dernier. C'est un niveau de prix important et pour le moment le Bund il est toujours dans cette dynamique positive depuis la Réserve fédérale la semaine dernière qui en maintenant sa politique de taux zéro a agi à la baisse sur l'ensemble des taux obligataires au sein de la zone euro. Aujourd'hui c'est pas réellement un positionnement vis-à-vis des taux d'intérêt, mais c'est davantage un arbitrage entre classes d'actifs, ces capitaux qui quittent le marché action, il faut bien qu'ils aillent quelque part, et donc ils se dirigent vers le marché de la dette, et notamment celle qui est bien notée, et notamment celle de l'Allemagne. Donc le contrat allemand Bund, j'imagine que l'OAT bénéficie aussi aujourd'hui d'achat. Alors voilà donc pour ce que j'observe pour le moment, les bas des ranges sont malmenés, on verra donc ce soir à la clôture. Bon pour ce qui est du dollar américain par rapport à ce qui a été établi dans le Good Morning Euro Dollar, c'est toujours le même topo. Phase de dérive latérale, le dollar américain a enregistré une jambe de hausse forte depuis le 18 septembre, il est maintenant dans un rectangle. Je surveille notamment cette ligne de tendance qui, lorsqu'elle sera testée, pourrait relancer la hausse du dollar US. Il dérive à plat, c'est ce que j'envisageais ce matin. Il dérive à plat de la meilleure des façons puisque c'est un rectangle qui est donc compris entre 12 000 points et 11 980. Et je pense que cette dérive latérale peut se prolonger jusqu'à l'ouverture de la session américaine. Et il y a malgré tout cet après-midi des chiffres dans le secteur immobilier résidentiel aux États-Unis, ce qui sera là à même de réveiller le dollar US ce matin. Et là, en plein cœur de la session européenne, il n'y a pas de positionnement particulier vis-à-vis du dollar américain. Alors, cette stabilisation du dollar américain dans sa tendance haussière se traduit sur le taux euro-dollar par une stabilisation donc envisagée dans le cadre d'une tendance négative. Au moment où je vous parle, le taux de change euro-dollar teste justement cette oblique de tendance baissière en place depuis la semaine dernière. Alors il la teste pour le moment, sera-t-elle vendue? Pour l'instant elle stabilise les cours, je pense qu'elle pourrait être quittée.
abandonné par le marché pour probablement s'établir dans une phase latérale comprise entre 1,1150 et 1,1215. 1,1215 qui est donc ici la première résistance horizontale. Alors au moment où je vous parle en données horaires, on voit que le marché teste l'oblique. Moi je ne raisonne que par rapport au cours de clôture intraday, et en cours de clôture intraday, on est encore en dessous. Si on passe au-dessus, ça change la donne, elle n'existe plus, et là à ce moment-là, le marché se stabilisera dans un range. Donc on est passé d'une phase de baisse du taux de change euro-dollar à une phase de stabilisation à plat légèrement baissière, qui représente la phase de stabilisation de l'US dollar index dans sa phase de reprise depuis le 18 septembre dernier, au lendemain donc de la Réserve fédérale des États-Unis. Et moi ce qui m'intéresse vraiment c'est l'US dollar index, cette phase plate, et puis surtout donc, cette ligne de tendance qui à un moment ou à un autre pourrait être en mesure de relancer l'US dollar index. Alors ici c'est l'US dollar index de FXM, hein, c'est la représentation graphique du CFD, mais voilà. Alors, les paires majeures, le GBP USD qui continue de se déprécier, bon, dans un cadre technique assez limpide, je dirais, un canal de progression depuis le 7 septembre. Je vous ai parlé ce matin de cette structure en épaule, tête-épaule, avec la cassure hier de la ligne de coup. Le pullback a eu lieu, on se replie. Je vise toujours la partie basse du canal, aux alentours des 1,5440. Le marché n'y va pas de manière verticale, mais de manière très linéaire. Et donc je vise toujours cette zone ici sur le GBP USD, qui par contre sera à même de stabiliser le câble. Donc voilà, mais pour le moment on est toujours dans cette phase de repli, essentiellement dû au fait que le dollar américain garde la main sur le marché d'échange depuis donc le 18 septembre dernier. Alors, l'USD Yen aujourd'hui ne représente pas le dollar américain, l'USD Yen représente avant tout le yen japonais. Aujourd'hui, deux choses s'imposent. La baisse des places boursières zone européenne, essentiellement liée au repli de Volkswagen, et à la défiance générale vis-à-vis du secteur industriel de la zone euro qui, s'il se met à ne pas respecter les règles juridiques, forcément, ça ne va pas aider à attirer les capitaux. L'USD Yen, d'un point de vue technique, un triangle symétrique, et au moment où je vous parle, en plein milieu du triangle symétrique, et donc en plein milieu d'un range, eh bien qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, est-ce que cela permet de trouver une stratégie trading? Clairement pas. Le taux de change AUD-USD, le risque c'est de le voir baisser. Alors éventuellement une structure en épaule, tête-épaule, je ne l'exagère pas. Je retiens surtout sur le taux AUD-USD cette structure ici en étoile filante du 18 septembre qui continue d'influencer les cours. Ma conviction est que la UD-USD va rejoindre cette ligne de tendance qui attrape tous les points bas depuis quelques semaines. Le marché s'en approche, elle se situe juste là, hein, je l'ai représenté sur ces chandeliers horaires. On dérive à plat tranquillement dessus. Il y a une zone qui m'intéresse qui est donc ici ce qu'on appelle un apex, une zone où convergent deux obliques chartistes qui passent actuellement à 0,71. Donc voilà, on diminue, on se déprécie petit à petit en direction des 0,71. S'il y a éventuellement une zone où pourrait réagir l'OSI, c'est dans cette zone de prix. Ce qui serait dommageable d'un point de vue technique, ce serait de basculer en dessous donc de cette zone de prix sur la UD-USD. L'USD CAD, il ne se passe rien, à la différence de l'USD Yen, ce qui vous montre bien qu'il n'y a pas ce matin de positionnement sur le dollar américain, et un positionnement sur le Yen pour son aspect refuge. L'USD CAD ne bouge pas ce matin, il a progressé depuis la semaine dernière parce que le dollar canadien reste sous pression, le prix du pétrole reste bas, le prix du pétrole menace d'ailleurs de reprendre sa phase de baisse s'il devait casser la moyenne mobile à 20 jours. Le dollar américain reste bien orienté depuis le 18 septembre dernier. J'envisageais un 32,80. Peut-on encore faire un 32,80 alors que le marché a fait un 32,70? Eh bien j'ai envie de dire pourquoi pas tant qu'on se maintient au-dessus des 1,3210. Petit à petit de voir le marché atteindre ici cette oblique qui attrape donc tous les sommets ici sur le taux USD CAD. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ce marché. Enfin, pour continuer sur les paires majeures, le NZD-USD, bon bah ça reste la baisse. Depuis le piège du 18 septembre, le marché a réintégré le range 0,6240, 0,64 $. Et le fait qu'il ait réintégré m'invite toujours à viser un retour dans la partie basse ici, aux alentours donc des 0,6240.
Alors je laisse ici le GBP USD, vous avez ici le Bund. Alors le Bund attire donc les capitaux, vous l'avez compris, parce que les marchés actions reculent. L'once d'or, qui depuis longtemps n'a plus le même aspect refuge que par le passé, n'attire pas ce matin les capitaux. L'once d'or a donné hier un petit signal technique négatif, assez léger somme toute, parce que la reprise haussière du dollar américain ne l'a pas gêné dans un premier temps. Il y a une résistance qui m'intéresse sur le métal jaune, c'est celle des 1147 $. C'est vraiment ce niveau de prix qui me paraissait intéressant pour une stratégie de vente. Admettons ici que l'once d'or est sorti par le bas de ce canal. Alors on a cette ligne de tendance sur l'indicateur technique RSI en données 4 heures que je surveille. Si cette ligne de tendance cède, c'est là où je commencerai sérieusement à m'inquiéter pour l'once d'or. Bon, là on s'est stabilisé dans un petit range. Ça devrait s'activer cet après-midi, le XAU-USD, à l'ouverture de la session américaine, lorsque le dollar américain va retrouver du mouvement avec notamment donc, les statistiques immobilières en provenance donc, des États-Unis. Alors, donc je remets ici le CAC, je remets tout, les paires majeures, le Bund, je vous en ai proposé une vue de marché. Alors comme promis, le pétrole. Attention au pétrole. Le risque aujourd'hui, c'est de briser la moyenne mobile à 20 jours. Et les conséquences seront importantes sur, bien sûr, Total et Technip dans le CAC 40. Mais pire, sur le marché des changes, si le pétrole brise cette ligne de tendance, si le pétrole brise la MM 20 jours, qui est ici disposée sur les bougies H4, ça signifie que le dollar canadien chutera. Ce sera probablement la première devise qui sera concernée, et ce qui mécaniquement pourrait créer des cassures de résistance à la hausse sur le taux USD-CAD. C'est d'ailleurs probablement pour cette raison que l'USD-CAD tient bien. Et donc, voilà, clairement le risque aujourd'hui, je vous le dis, à chaque test de la MM20, on a eu des réactions, mais ces réactions sont de moins en moins fortes. On retombe, si le pétrole brise ce niveau, allez, une clôture H4 suffira en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, et là le marché retombera ici en direction des 43 $. Donc ça c'est aujourd'hui et en milieu de semaine le vrai risque qui pèse sur le prix du pétrole. Et c'est donc vraiment cet élément technique que je vais suivre ici avec la plus grande attention. Alors, les places boursières US, j'en parlerai tout à l'heure. Maintenant, je vais répondre à vos questions sur les paires croisées, ou de manière générale sur les autres actifs. C'est l'émission d'ailleurs où je les aborde. Alors, beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires sur le CAC, le DAX, on en a beaucoup parlé. Première question sur une paire croisée de Xavier, donc Xavier de Lille, qui nous poste un graphique du GBP NZD. Vous avez bien raison puisque c'est justement là où on en parle. Alors le GBP NZD. Êtes-vous d'accord sur une stratégie de long dans la zone 2,45, 2,43 pour viser 2,48? Alors vous nous proposez ce graphique. N'hésitez pas à forcer un peu les libellés sur l'axe des ordonnées, qu'on y voit un peu plus clair. Êtes-vous d'accord pour une stratégie d'achat sur du 2,42 dans la partie basse du canal pour viser plus? Ok, ça c'est la question. Alors, écoutez, moi pour répondre à votre question, je vais aller chercher un graphique du GBP NZD. Alors en effet, moi j'ai toujours ce canal de progression sur le GBP NZD, mais je pense que je vais essayer de reprendre un peu de hauteur. Intéressant de noter à quel point le RSI D1 du GBP NZD préserve le niveau des 50. Ça c'est vraiment une bonne chose, ce qui montre du point de vue du momentum que la tendance haussière garde le dessus. Ça, il n'y a pas photo. Donc on continue la progression linéaire. En plus, on sent quand même une espèce de compression. À tout moment, on pourrait avoir un nouveau redémarrage haussier ici du RSI. Il y a quelques lignes de tendance qu'on peut surveiller en effet. Donc là, je suis en train de les tracer. Dans l'absolu, je pense que je vais être d'accord avec vous. Je vais ici tracer quelques lignes de tendance. Je vais forcer celles qui se trouvent au plus proche ici des cours. J'apprécie vraiment ce que fait le RSI en D1. Et j'ai vraiment le sentiment que ça pourrait repartir ici en avant, donc redonner du poids relatif aux variations positives sur la période. Maintenant, en effet, on peut s'intéresser à ce canal de progression. Donc si il passe en effet dans cette zone, donc oui, Xavier de Lille, je pense en effet que cette zone de prix est attractive
pour une stratégie d'achat sur le GBP NZD. Alors ABC, des questions sur le CAC, le DAX. Alors en effet, alors l'Eurostoxx 50. Ok, alors moi le CAC, le DAX, j'en ai beaucoup parlé. Je suis d'accord avec vous de l'importance des clôtures daily, notamment après ce qui s'était passé le 9 septembre, où on pensait que le marché passait en haut pour finalement réintégrer. J'attends avec franchement une grande impatience la clôture du marché ce soir. Et pourquoi c'est important? Parce que la session américaine elle n'est pas ouverte. Il est 5h30 sur la côte est des États-Unis. Les salles de marché US, elles vont commencer à se remplir dans à peu près une heure et demie. Puis ils vont arriver, puis ils vont découvrir le prix des stocks européens. Ils vont regarder ce qui se passe. Et en fonction du comportement des investisseurs états-uniens, on sera fixé. Parce que le scandale là, c'est aux États-Unis. Les investisseurs, les gérants, les money managers des États-Unis sont très présents sur les actions de la zone euro. Si ce soir la baisse s'accélère, c'est que ces investisseurs états-uniens quittent ou vendent. Et s'ils vendent, pourquoi? C'est parce qu'ils auront une défiance forte vis-à-vis de ce qu'a fait Volkswagen. Et ça, c'est très moche pour la zone euro. Donc, c'est pour cette raison que j'attends la clôture. C'est pas pour laisser passer du temps. C'est pour voir comment les gérants de fonds américains vont se comporter aujourd'hui par rapport au secteur automobile allemand, le titre Volkswagen en particulier, mais par effet de contagion, l'ensemble de la cote zone européenne. D'où l'importance de la clôture de ce soir. Et notamment journalière, et notamment donc sur le CAC, vous l'avez compris, ce fameux range. On verra bien donc où se fait ce soir la clôture. Alors, bonjour Odile, vous trouvez le VIX, écoutez, vous pouvez trouver sur le web de manière générale, si vous n'avez pas de plateforme particulière pour le suivre, vous ne le trouverez pas sur la MarketScope de FXM, vous pouvez le trouver facilement sur le web, en tapant VIX dans Google, sur Yahoo Finance, etc. Ou carrément sur les places boursières US, sur le site des places boursières US, puisque ces indices de volatilité ont des contrats futurs. Donc il y a plusieurs façons de faire en fait, mais moi je vous conseille Yahoo Finance, c'est très bien. À défaut d'avoir un Bloom chez soi. Alors il y avait des questions tout à l'heure, je me souviens, sur l'euro GBP et l'euro yen. Alors j'en reparle. Faut-il utiliser la résistance à 0,7240 pour shorter l'euro GBP? C'est une résistance. L'euro GBP est sorti par le bas de ce range. On peut avoir le sentiment au fond qu'il est en train de faire un pullback. Eh bien, je dis oui pour gérer son risque. Il existe là une résistance sur l'euro GBP. Alors, il y avait une question tout à l'heure sur l'euro yen, la chute de l'euro yen. Écoutez, la chute de l'euro yen, elle est double. D'une part, parce que l'euro chute et parce que le yen monte. Voilà. Donc, forcément, l'euro yen en pâtit. Le yen s'apprécie à cause de l'aversion au risque. L'euro se replie parce que le marché spécule, et surtout avec le dossier à Volkswagen, sur un nouveau QE de la BCE. Donc là, l'euro yen, il prend le chemin de ce niveau, d'ailleurs, dont il avait fait une fausse cachure, le chemin des 133, avec une première résistance maintenant qui s'établit à 135. Bon, il n'y a plus de modèle management. On avait cassé le niveau, ensuite on a fait un micro pullback, on a eu le rejet. Maintenant, voilà, on peut se replier vers les 133,50 et les 133, mais c'est davantage un objectif de cours pour ceux qui sont en position là sur l'euro yen. Non, en termes de... voilà, je suis en train de perdre... je suis en train d'y laisser la voix. Je vais essayer de faire attention quand même. En termes de timing, il y a un niveau technique sur l'euro GBP qui est pas mal. En tout cas, voilà, techniquement, pour gérer son risque, c'est pas mal. Alors, bonjour Renato. Alors, je connais l'indicateur Aaron. Je ne peux malheureusement pas vous en dire deux mots parce que je ne l'utilise pas, donc je ne le connais pas. Donc voilà, vous avez compris, ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir comment les investisseurs américains, ceux des États-Unis, ce sont eux qui font plus de volume, les grands gérants, vont réagir par rapport aux actions de la zone euro.
Si aujourd'hui la baisse s'accélère et que le CAC clôture tout en bas et casse le range, et le DAX, l'Eurostoxx 50 aussi, eh bien c'est que vu des États-Unis, ce qu'a fait Volkswagen, ce sera vraiment une défiance vis-à-vis du management de l'industrie de la zone euro. Et ça, ce sera pas bon. Si par contre on tient le bas du range, eh bien c'est on aura simplement connu un choc de vol intraday, mais finalement il n'y aura pas eu de défiance générale. Donc, chers auditeurs, on va se retrouver d'ici là. Il y a des émissions qui arrivent, notamment le 13h des Day Traders avec Sylvain, à 13h forcément. Vous avez comme chaque mardi à 16h le point de marché Ishimoku. Alors attention, il ne sera pas live aujourd'hui, ce sera un enregistrement. J'aurai à ma disposition l'enregistrement en début d'après-midi. On va le mettre sur le site, partout, on va le tweeter. Donc vous pourrez suivre le point de marché Ishimoku par Patrick Riguet. Puis moi je vous retrouve dans le programme Wall Street Insider pour justement l'ouverture de la session américaine et voir comment les investisseurs américains se comportent vis-à-vis des actions de la zone euro. Pour ce qui est du dollar américain, les chiffres de l'immobilier permettront de savoir si le dollar américain a fini de monter ou s'il est simplement dans un range pour aller plus haut. Bon appétit à toutes et à tous, soyez nombreux à 13h et à tout à l'heure.